Dans le lien. Mais écoutez, voilà, donc il est 16h03. Nous allons pouvoir commencer. Mais écoutez, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce webinaire de lancement d'un parcours magistère national sur les mesures et incertitudes, l'enseignement des mesures et incertitudes dans la voie professionnelle. Donc, ce temps est consacré donc à la présentation de ce parcours, présentation qui sera effectuée par Aristide Cabaillès, doyen du groupe physique-chimie de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche, puis par les membres du groupe de conception de ce parcours qui vous présenteront les différents modules de ce parcours et voilà, donc cette présentation permettra, je l'espère, de permettre à chacun voilà, de mieux comprendre l'esprit dans lequel déjà ce domaine des mesures incertitudes a été introduite dans les programmes de physique-chimie depuis 2019 et ensuite de comprendre un petit peu son organisation et ce que vous pourrez y trouver. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Aristide Cavaillès, donc doyen du groupe physique-chimie. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Donc évidemment, avant de commencer, je vais vous adresser mes vœux, hein. C'est encore la période et on a encore le temps, le droit de le faire pendant un certain temps. Donc meilleurs vœux à tous et à toutes qui nous écoutez pour cette année. Cette année qui commence bien puisque vous allez pouvoir vous familiariser avec un domaine passionnant et pas toujours facile, qui est celui des incertitudes de mesure, et sur lequel donc vous allez aujourd'hui avoir un coup d'œil, je dirais, un tour d'horizon par le biais de ce webinaire, et puis qui vous permettra ensuite de rentrer dans le parcours et d'en profiter au mieux. Donc, meilleurs vœux à tous, santé, réussite évidemment pour vous et puis pour vos élèves, et on espère que ce webinaire vous aidera précisément dans ce but. Alors, je vais commencer évidemment par des remerciements, hein, et des remerciements sincères et appuyés à tous ceux qui ont travaillé pour réaliser ce parcours. Je ne sais pas si j'imagine que vous êtes assez nombreux dans ce que je vois dans l'assistance à avoir déjà participé à la rédaction et à la conception d'un parcours de ce type, mais vous savez tous que c'est un travail énorme. Celui-ci n'a pas dérogé à cette règle. C'est un travail qui dure depuis pratiquement 2 ans, avec de nombreuses réunions, souvent en visio du fait de la situation sanitaire, mais qui a demandé vraiment un investissement remarquable et continu sur des mois de la part d'une équipe de conception. Alors, je vais peut-être pas citer tout le monde, mais je voudrais quand même citer quelques noms: Jérôme Combe, Valérie Fournier, Hervé Gabillot, Vincent L'Hôpital, qui se sont engagés fortement dans ce parcours, et je les remercie. Et bien entendu, Karim Zouag, qui vient de nous présenter, et puis Jean-François Perrat, qui ont tous les deux piloté et supervisé un petit peu et coordonné le travail de toutes ces personnes. Euh, je tiens également à remercier la DNE, hein, d'une façon générale, pour son soutien. Plusieurs personnes ont apporté de l'aide dans la conception, dans l'illustration de ce que permet un parcours magistère en termes de formation et d'organisation du parcours. Et je pense que ça contribue énormément à la qualité de ce qui a été produit. Donc, bravo à tous pour ce travail énorme. Il y a évidemment énormément de travail derrière ce que vous allez voir, au-delà de l'aspect cosmétique ou directement visuel ou sur l'organisation du parcours, mais il a fallu concevoir tout cela, évidemment, concevoir des activités, tester les activités en classe, mettre en forme les résultats,
Et puis filmer des capsules vidéo, hein, l'option qui a été prise et qui, à mon avis, fait tout le charme de ce parcours et d'avoir une présentation par des vidéos dialoguées qui sont tout à fait vivantes et intéressantes et pour lesquelles je félicite une fois de plus les acteurs parce qu'il y avait une dimension effectivement de mise en scène et qui a été très réussi, je trouve. Et on voit d'ailleurs au fil des vidéos que les acteurs en question, hein, les personnes qui sont là, ont gagné petit à petit en aisance face à la caméra et c'est tout à fait intéressant de voir ça. Donc bravo à tous. Les ressources qui ont été produites l'ont été à la fois dans un but d'explication, d'explicitation des objectifs et de ce que l'on doit mettre en avant lorsque l'on aborde le thème mesures et incertitudes dans les programmes, mais aussi dans l'objectif de pouvoir resservir aux enseignants, de pouvoir être adapté, transposé et adapté, oui, au contexte dans lequel les enseignants exercent, le diplôme préparé, la spécialité préparée, etc. Donc, c'est à la fois un objet de formation, un objet qui vous permet de récupérer ou d'imaginer et d'adapter des ressources qui seront très utiles à vos professeurs pour les inspecteurs qui sont là et aux élèves également. Donc, je vais dire quelques mots vraiment très, très, très rapides hein, sur l'esprit parce que c'est un esprit qui a été très, très bien compris par l'équipe des concepteurs, donc qui est visible et perceptible sur l'ensemble du parcours. Mais je voudrais quand même commencer par donner quelques éclairages sur finalement ce qui nous a poussé à proposer ce séminaire et cette formation. Hein. Donc pourquoi ce séminaire? Eh bien parce que nous sommes conscients que l'approche du thème mesure et incertitude qui est proposée dans le cadre des programmes de la voie professionnelle est nouvelle et pas tellement dans les contenus qui n'ont pas changé évidemment, mais plutôt dans l'esprit et dans les éléments qu'il convient de mettre en avant lorsque l'on présente ces notions difficiles aux élèves. Alors, il faut savoir que vous êtes sans doute déjà très familier avec les modifications qui existent et qui sont mentionnées dans les programmes de la voie pro. Mais il faut savoir que ce changement de point de vue, on ne peut pas dire vraiment ce changement de paradigme, mais en tout cas ce changement d'approche de la présentation des incertitudes a été étendu à pratiquement l'ensemble des programmes de physique-chimie, quelles que soient les voies du lycée, et même au-delà, puisque dans la même veine, l'approche de ces données, de ces notions a été modifiée dans le cadre des programmes de prépa, de classe prépa. Donc, l'esprit, la voie professionnelle n'est pas seule dans ce changement de, point de vue, mais au contraire, elle s'inscrit dans une réflexion très large que nous avons souhaité appliquer à l'ensemble des programmes de physique-chimie. Alors, dans le cas de la voie professionnelle, qui est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez remarqué que la thématique mesure incertitude apparaît comme un module de formation, un module thématique transversal, mais malgré tout une thématique identique avec des capacités et des exigibles. Et ça, c'est vrai dans tous les programmes dans lesquels il y a de la physique-chimie en voie professionnelle, que ce soit en bac pro, en CAP, dans les brevets des métiers d'art et en brevet professionnel, qui proposent cette approche nouvelle. Alors, quelle est cette approche, cette logique, peut-être pas, mais enfin cette approche nouvelle, qu'est-ce qui est frappant ou qu'est-ce qui doit être retenu? Eh bien, on peut
résumer la situation en disant que nous avons tenu à changer l'objectif de formation et passer d'une époque où l'objectif de formation résidait dans le calcul et l'évaluation numérique quantifiée des incertitudes à une époque où on réfléchit avant tout aux raisons pour lesquelles on calcule ces incertitudes. On donne quelques éléments pour les calculer, pour les évaluer, mais l'accent est vraiment mis sur les enjeux d'évaluation d'incertitude. Pourquoi calcule-t-on des incertitudes? Et une fois qu'on les a calculées, comment les utilise-t-on pour prendre des décisions? Alors, j'ai repris une phrase du programme, hein, où il convient d'amener l'élève il convient d'amener l'élève à s'interroger sur les enjeux associés aux incertitudes de mesure. Ceux-ci peuvent être scientifiques, effectivement. Lorsque on veut vérifier une loi, eh bien, on fait des mesures et il importe de connaître les incertitudes que connaissent ces mesures pour euh, eh bien, savoir si les prédictions que l'on fait sont vérifiées ou pas. On verra que ce n'est pas une question simple. Ça porte des enjeux environnementaux, hein, évidemment, qui sont très importants, notamment en voie professionnelle, où on doit, dans tous les processus de production, par exemple, se conformer à des normes de différentes natures, des normes environnementales, des normes de pollution, des normes de consommation énergétique. Et donc, toutes ces normes-là nécessitent, enfin la vérification de la conformité à ces normes nécessite des mesures et donc nécessite de bien comprendre quelle confiance on peut donner à ces mesures. Et donc, ça porte un enjeu très important. Ça porte un enjeu commercial, hein, évidemment, dans le respect d'un cahier des charges, pour être sûr que l'appareil qu'on vient d'acquérir possède bien les propriétés ou que l'on cherchait à, à avoir et qui étaient garanties dans la notice de l'appareil, par exemple. Eh bien, là, il y a un problème évidemment d'incertitude de mesure. Et puis, il y a aussi des dimensions juridiques et réglementaires lorsque on veut conformité, justement, vérifier justement la conformité d'un contrat ou de ce genre de choses. Donc, la première question à se poser lorsqu'on se lance ou on entreprend une évaluation d'incertitude, c'est pourquoi, que vais-je faire du résultat de cette évaluation et comment vais-je exploiter la mesure enfin, l'évaluation de l'incertitude de mesure. Nous avons volontairement et très nettement limité les exigences mathématiques et le formalisme associé aux incertitudes, qui quelquefois qui est un formalisme très développé, hein. C'est une théorie, ça s'appuie sur des notions statistiques et probabilistiques et de probabilité qui sont très avancées, et donc avec un formalisme qui peut aller très très loin. En voie professionnelle, on a choisi de limiter au maximum ces exigences-là et de ne pas perdre le sens des incertitudes et donc l'enjeu qu'elles portent dans des calculs qui soient trop compliqués et qui finissent par changer l'objectif que l'on se donne. Donc, il y a très peu, vous verrez, de notions et de notions de nature mathématique qui sont exigibles des élèves. Il y en a quelques-unes quand même, mais il y en a très peu. Un des objectifs, au-delà de l'enjeu des incertitudes, il y a aussi peut-être un objectif qui le surplombe finalement, mais qui est implicite, mais que je vais expliciter maintenant, qui est la sensibilisation à la variabilité d'une mesure. Hein, c'est-à-dire le fait que lorsque, même en prenant toutes les précautions possibles, on réalise dans certains cas une mesure d'une grandeur dont
n'a pas de raison de penser qu'elle change, eh bien, on a des résultats qui ne sont pas forcément les mêmes. Vous en avez tous fait l'expérience, mais et les élèves aussi d'ailleurs en ont fait l'expérience, mais malgré cela, il persiste souvent, dans leur esprit l'idée d'une mesure, d'une valeur absolue, à la mesure. C'est-à-dire que, l'appareil, de mesure retourne une grandeur, cette grandeur doit être prise, littéralement, si j'ose dire, les élèves n'ont pas toujours conscience, du fait que, eh bien, cette mesure peut varier sont tout à fait, normales, hein. Il ne s'agit pas de ça n'est pas parce que quelqu'un, manipule mal que ces mesures varient dans le temps ou varient lorsqu'on les répète, mais c'est un processus normal pour la mesure. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que les élèves n'ont pas toujours, dont les élèves n'ont pas toujours conscience et sur quoi il faut, attirer leur attention, par le biais de d'activités qui sont spécifiquement dédiées à cela. Hem, cette sensibilisation, est particulièrement facile en faisant, en demandant aux élèves de répéter une série de mesures plusieurs fois, pour voir qu'à chaque fois, on n'obtient pas exactement le même résultat et c'est également l'occasion d'introduire une des notions mathématiques, très simples qui est vue par ailleurs en mathématiques par les élèves, qui est la notion de moyenne et d'écart type, qui permet de déterminer le meilleur estimateur de valeur de la mesure et puis, en examinant son écart type, ce qu'on appelle l'incertitude type. Voilà, donc ça c'est, quelque chose qui figure dans les programmes, hein, pour l'évaluation statistique dans des cas, qui sont simples. Hem On dit aussi, et dans les programmes, je vous rappellerai tout ça un petit peu plus loin, mais dans les programmes, on insiste sur le fait que, finalement, les appareils de mesure, sont livrés avec des notices qui, comportent des indications, pas toujours faciles à décoder d'ailleurs, mais qui comportent des indications sur les incertitudes que, peuvent présenter les, heu, les appareils et sur la quantification de ces incertitudes. Alors vous aurez peut-être remarqué que, depuis tout le début de cette présentation, j'ai jamais, utilisé le terme d'erreur de mesure. Alors ça, c'est quelque chose à quoi, on doit être attentif, hein, parce que, une erreur de mesure est une expression qui laisse entendre que, eh bien, quelque chose aurait été mal fait, et que, c'est parce que, l'expérimentateur est pas compétent que, la mesure que l'on obtient n'est pas, la mesure vraie que l'on pourrait attendre avec un meilleur expérimentateur. Alors cette idée-là, évidemment, est fausse, hein. La variabilité des mesures est une qualité ou disons une propriété intrinsèque des mesures qui ne vient pas seulement de l'expérimentateur et qui en tout cas ne résulte pas d'une erreur. C'est simplement une caractéristique générale des mesures. Voilà. Donc pour l'évaluation, comme je le disais, on se base dans certains cas sur des évaluations statistiques, celles-là, elles sont mentionnées dans les programmes, sur la lecture de la notice d'un appareil, mais on peut utiliser aussi beaucoup d'autres, en classe, les enseignants peuvent utiliser beaucoup d'autres méthodes pour avoir une estimation des incertitudes, par le biais de logiciels qui sont faits pour ça, par l'utilisation de formules qui, évidemment, ne sont pas exigibles et doivent être données aux candidats, ou bien par le biais d'indications qui sont données dans les notices, des appareils. Du point de vue des connaissances mathématiques, si j'ose dire, ou disons théoriques sur les incertitudes, c'est à peu près tout ce qui est exigible des élèves. Il n'y a aucune étude sur la notion d'intervalle de confiance, sur la notion d'incertitude élargie que certains ont rencontré. Il n'est pas question de parler de la méthode des cinquièmes, il n'est pas question devant les élèves, il n'est pas question
de mentionner les formules de composition des incertitudes. Ce n'est pas du tout la focale que l'on cherche enfin, les caractéristiques que l'on cherche à mettre en avant. On ne cherche pas à former des étudiants ou des élèves à la métrologie, mais on cherche simplement à les habituer à une utilisation quotidienne, approchée, je mets raisonnable entre guillemets, mais ça dit bien ce que ça veut dire, de la notion d'incertitude de mesure. Un des enjeux majeurs qui figure pour lesquels on a développé cette analyse d'incertitude, c'est que les incertitudes sont indispensables si l'on veut faire une analyse critique d'une mesure par rapport à un résultat attendu, hein. C'est-à-dire que voilà, vous avez acheté une résistance de 1 kΩ, vous mesurez cette résistance, vous trouvez 1,1 kΩ. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les deux sont compatibles ou pas? Alors c'est une réponse qui est difficile, hein, et qui n'est pas exigible des élèves, mais que les enseignants doivent avoir clairement à l'esprit, hein. Il n'est pas question, pour répondre à cette question, voilà, par exemple, j'ai trouvé 1,1 kΩ, il fallait trouver, sur la boîte, il est écrit 1 kΩ. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Il y a une grandeur qui est souvent calculée par les enseignants et qui le demandent à leurs élèves de le calculer, qui est la notion d'écart relatif, hein, c'est-à-dire qu'on regarde la grandeur mesurée, x mesuré, on enlève la grandeur attendue, x de référence, et puis on divise par la grandeur de référence, et puis on trouve une variation, disons une différence, un écart relatif, et puis on le chiffre en disant, mais ça, voilà, généralement en pourcent, on a une mesure à 5%, 10%, 15%. Voilà. Cette information-là peut être utile pour comparer deux méthodes de mesure, par exemple, mais elle n'est pas du tout utile pour répondre à la question est-ce que l'écart de 1,1 entre 1,1 kg et 1 kg est significatif ou pas? Est-ce que c'est un grand écart? Est-ce que c'est un petit écart? Est-ce que je dois m'en contenter ou pas? Eh bien, l'écart relatif ne vous donne aucune information sur pour répondre à cette question. En fait, c'est la variabilité de la mesure elle-même qui permet de qualifier un écart, de dire si l'écart entre la mesure et ce à quoi je m'attends est grand ou pas, hein. Et la grandeur qui est utilisée ici dans sa version la plus simple, ça consiste à dire, bon, ben, je sais que j'ai fait des mesures avec une certaine variabilité, une certaine incertitude, que j'ai noté sigma ici. Je regarde la différence entre la mesure et la valeur de référence, et je fais le rapport entre cette différence-là et l'incertitude. Si la différence est très grande devant l'incertitude avec laquelle j'ai réalisé mes mesures, eh bien, on peut penser que ma mesure permet de conclure qu'il y a un mauvais accord entre la grandeur mesurée et la grandeur de référence. Si au contraire, cette grandeur est petite, si l'écart normalisé est petit, eh bien, à ce moment-là, on peut considérer qu'on a un accord satisfaisant. Alors, la valeur de limite à partir de laquelle on peut considérer que l'écart est satisfaisant ou pas, là, est une question de débat dans laquelle je n'entrerai pas. Mais en tout cas, il faut bien faire comprendre aux élèves, sans développement mathématique, mais que finalement, lorsque l'on a une différence entre une mesure et une valeur de référence, ce qui permet de dire si c'est grand ou si c'est petit, la grandeur qui permet de qualifier cet écart, c'est l'incertitude de la mesure. Voilà. Donc ça, c'est un changement d'habitude important, parce qu'on sait très bien hein, que très souvent, dans les activités expérimentales où il y a des mesures à réaliser, eh bien, l'activité culmine au moment du calcul de l'écart relatif, alors que c'est une grandeur qui n'est pas complètement sans intérêt, mais qui
ne permet pas d'analyse simple. L'analyse de l'écart normalisé est beaucoup plus simple. Voilà. Alors là, dans les programmes, de la voie professionnelle, les notions et les capacités et les connaissances sur les grandeurs, mesures et incertitudes figurent dans des modules qui se ressemblent beaucoup les uns les autres, ils sont tous pratiquement identiques. Donc vous avez dans les capacités, on a mis en premier l'analyse des enjeux, hein, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, exploiter une série de mesures indépendantes, histogramme, moyenne et écart type, ça permet de quantifier la dispersion des mesures liées à la variabilité naturelle. Voilà, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Estimer qualitativement la dispersion d'une série de mesures indépendantes, donc ça c'est quelque chose qui est effectivement important, qui rejoint ce qui est euh, indiqué dans la capacité précédente, et puis déterminer l'incertitude associée à une mesure simple en lisant la notice de l'appareil. Hein. Je ne reprends pas la phrase exactement, mais c'est ça que cela veut dire. Et enfin, prêter une attention aux chiffres significatifs avec lesquels on peut donner le résultat d'une mesure. Voilà. Et dans les connaissances, eh bien, vous avez la sensibilisation à l'incertitude inévitable, hein, qu'il existe dans une mesure. Il faut savoir que la moyenne, quand on a fait plusieurs mesures, ben, la moyenne est le meilleur estimateur de la grandeur qui nous intéresse. Il faut savoir que la dispersion correspond à l'écart type. En tout cas, une évaluation de l'écart type donne une bonne estimation de la dispersion. Et puis, il faut savoir aussi que ces notions-là sont précisées par les constructeurs. Alors, j'ai mis ce petit transparent qui est sur une ressource qui doit être publiée maintenant. Je ne sais plus exactement si elle est déjà publiée ou si elle va l'être, ou où on en est du point de vue de la publication, mais en tout cas, ça vous montre un petit peu le genre d'activité qu'on peut faire pour mettre en avant exactement ces différentes notions. Donc, par exemple, c'est invité à mesurer la fréquence d'un diapason dont la valeur nominale est 440 Hz, qui est garantie par le constructeur à 0,5 Hz près. La classe entière réalise ces mesures. On trouve des valeurs de la fréquence avec le nombre de personnes qui ont trouvé ces valeurs-là, le nombre d'élèves qui ont trouvé ces valeurs-là. Et puis, on demande aux élèves de réfléchir sur quelle est la meilleure estimation. Hein. Est-ce que c'est la valeur qui a rencontré le plus de mesures, hein. Ici, c'était 436 Hz, il y avait 4 élèves qui ont trouvé la mesure. Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que l'incertitude, c'est finalement la plus petite valeur, moins la plus grande valeur, moins la plus petite? Est-ce qu'on peut dire qu'un seul élève a trouvé la bonne valeur, puisqu'il y a un seul élève qui, dans cet exemple, a trouvé 440 Hz? Comment peut-on écrire le résultat? On vous donne l'énoncé donne la moyenne et l'écart type. Est-ce qu'il faut donner tous les chiffres significatifs avec lesquels les calculatrices ou les ordinateurs peuvent nous les donner? Bien sûr, non, il faut utiliser un nombre adapté de chiffres significatifs, et c'est ce qui est fait dans la question après. Et puis, une question aussi naturelle de savoir si, puisque les mesures de la classe conduisent à une fréquence de 441 Hz, doit-on ou pas rendre le diapason au constructeur, puisque le constructeur nous a vendu un diapason de 440 Hz. Bon. Alors évidemment, ici, il ne faut pas, puisque vous avez une incertitude de 5 Hz dans laquelle se trouvent largement les 440 Hz attendus. Voilà, mais ce petit exemple, je trouve, résume assez bien finalement ce qu'on peut attendre, hein, d'un élève et de l'analyse d'une statistique de mesure pour estimer la dispersion de la mesure et quantifier l'accord avec une valeur de référence. Voilà. Alors, je ne reviens pas sur le plan du parcours parce que j'imagine que ce sera présenté euh, abondamment par les concepteurs qui vont intervenir tout à l'heure. Simplement, je voudrais dire qu'il y a deux
points de vue, non pas 2 points de vue à ne pas confondre, et sur lesquels vous devez être assez vigilant quand même. C'est que dans le parcours, vous avez des informations qui vous sont données, et qui correspondent à des activités qui sont faisables par les élèves parce qu'elles font appel à des notions qui sont dans les programmes. Mais vous avez aussi des activités de formateurs, de formation des enseignants, dans lesquelles il y a des compléments qui sont destinés uniquement aux professeurs et que les professeurs ne doivent pas exiger, ni même souvent apprendre, hein, à leurs élèves. Donc, faites bien attention à ces deux points de vue et surtout si vous utilisez le parcours pour transposer ces activités des activités à destination des élèves, eh bien, soyez très vigilants et n'essayez pas d'en faire trop, hein, vous risquez d'être, l'analyse, c'est un domaine qui est scientifiquement passionnant, évidemment, l'analyse d'incertitude, et donc on a envie quelquefois de le faire partager aux élèves. Je crois qu'il faut résister à la tentation de présenter aux élèves des notions qui sont trop avancées mathématiquement dans cette affaire-là. Voilà, donc soyez attentifs à ces deux points de vue. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite évidemment un très bon webinaire. Je vais malheureusement pas pouvoir rester avec vous, mais donc je suis persuadé que ce sera très intéressant et très formateur. Et puis surtout, je souhaite à tous ceux qui vont se lancer dans ce parcours, eh bien, d'y prendre du plaisir et d'apprendre beaucoup de choses. Voilà, et je laisse la parole je pense, Karim, ensuite. Oui, bah écoutez, bah écoute, je pense au nom de tous les participants, nous te remercions, Aristide, pour cette présentation voilà, qui instaure effectivement le cadre de cet enseignement des mesures et des incertitudes dans le cadre de la voie professionnelle. Donc nous vous proposons maintenant de vous présenter un peu plus en détail ce parcours. Alors, je vérifie juste que la présentation est bien affichée. Il me semble que c'est en cours. Donc voilà. Donc pour l'organisation, donc voilà. Donc maintenant nous allons vous présenter plus en détail les différents modules de ce parcours par les différents concepteurs qui ont participé. Donc, je vous présente peut-être une architecture globale de ce parcours, hein. Elle est basée, on a voulu la baser sur des activités ancrées dans les programmes et dans les différents domaines des programmes de physique-chimie de la voie professionnelle. Donc, vous allez retrouver une activité en thermique, une activité en acoustique, une activité en mécanique, en électricité, en chimie, en optique. Donc, on a essayé de balayer cela de manière assez large pour que chacun puisse s'en inspirer. Donc ça, disons que c'est une vision un petit peu verticale. Donc ces activités traversent les différents modules, mais il y a bien 5 modules qui traitent spécifiquement des notions, des savoirs et des capacités en lien avec l'estimation des mesures et des incertitudes, et 2 modules qui permettent d'aller plus loin et qui récapitulent un petit peu toutes les ressources, mais on vous présentera cela plus en détail. Donc les 5 modules principaux, j'ai envie de dire, de ce parcours, ce sont les suivants. Il y a le module qui présente les enjeux de l'estimation des incertitudes, un module sur la variabilité de la mesure, un autre sur la quantification de la variabilité avec plusieurs mesures, la quantification de la variabilité avec une seule mesure, puis un module sur les incertitudes composées, et comme je vous le disais, 2 modules complémentaires, hein, avec un module pour aller plus loin et un module qui récapitule les ressources. Donc voilà pour l'organisation générale de ce parcours magistère. Sur la forme, peut-être, nous avons, comment dirais-je, souhaité rendre ce parcours aussi vivant que possible. Donc, nous vous proposons à chaque fois des vidéos qui permettent de s'imprégner des activités et des modules. Ces vidéos sont à chaque fois accompagnées de ressources écrites, donc un petit peu les verbatims de ces échanges.
et des fichiers aussi divers, des fichiers Excel, des fichiers GeoGebra, comme vous pourrez les trouver tout au long de ce parcours. Nous avons également mis en place des forums dans lesquels vous pouvez participer. Il y a déjà un nombre assez conséquent de participation dans ces forums. Nous avons répondu à quelques propositions. Donc voilà, n'hésitez pas vous-même à participer à ces forums et à échanger entre vous lors de ce parcours. Peut-être une précision par rapport à ce webinaire actuel. Vous pouvez poser vos questions sur le chat pour ceux qui participent à la visioconférence depuis Big Blue Button, l'application VisioAgent. Vous avez un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas à poser vos questions dessus. Les collègues les relèveront et nous essaierons d'y répondre autant que possible à la fin de ces présentations. Pour les personnes qui suivent le streaming en direct sur YouTube, vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. Donc, je vous présente donc le premier module, le module sur l'enjeu de l'estimation des incertitudes. Aristide a déjà présenté cela de manière assez importante. Pourquoi donc ce module est essentiel? Car il est important que l'estimation des incertitudes ne soit pas faite en soi sans aucune exploitation et sans que cela ne prenne sens pour les élèves. Donc, notre premier module et un petit peu le pilier de ce parcours, c'est le module sur les enjeux de l'estimation des incertitudes, avec 3 objectifs principaux. Le premier, on a essayé d'identifier des situations favorables à l'estimation des incertitudes. Dans ce module, on propose des activités qui s'inscrivent dans les programmes de la voie professionnelle, comme je l'évoquais précédemment, et on propose des contextes issus d'un domaine professionnel qui sont en lien avec les spécialités de Bac Pro. Peut-être une première situation qui permet qui concerne directement d'ailleurs notre discipline, la physique-chimie, c'est la vérification d'une loi physique. Donc, dans ce premier module, sur les enjeux, nous vous proposons une situation expérimentale et nous avons identifié plusieurs problématiques permettant d'éveiller l'intérêt des élèves vis-à-vis de l'estimation des incertitudes. D'ailleurs, il y a eu plusieurs propositions aussi de problématiques qui ont été formulées dans le forum. Donc, avec le groupe des concepteurs, on a déjà répondu donc, à certaines propositions, comme je vous l'ai indiqué, et nous pensons les reprendre et les classer afin de les rendre plus lisibles par tous et peut-être constituer une base d'inspiration pour les collègues. Une autre activité expérimentale basée sur le domaine mécanique des programmes permet de mettre en avant une autre situation particulièrement favorable à l'estimation des incertitudes. Il s'agit de la comparaison à une valeur de référence. À chaque fois que l'on doit comparer une mesure à une valeur fiable, l'estimation des incertitudes a un intérêt. Dans cette activité, d'ailleurs, on peut montrer aux élèves que la qualité elle-même d'une mesure avec son incertitude a une valeur marchande. Météo France vend ses mesures avec leurs incertitudes. Vous trouverez là encore des propositions de problématiques et de situations que l'on peut exploiter avec les élèves, qui permettent d'éveiller l'intérêt de l'estimation des incertitudes, notamment en utilisant ici 2 types d'appareils de mesure différents, les capteurs Exao d'une part et les capteurs présents dans les smartphones des élèves. Donc, une autre activité, cette fois issue du domaine de la chimie des programmes, permet de considérer un autre aspect de l'enjeu de l'estimation des incertitudes. Il s'agit des contrôles qualité, comme le contrôle des informations figurant sur cette boîte d'aspirine. Mais vous trouverez également dans cette même partie 2 autres exemples, la fréquence inscrite sur un diapason. Aristide a présenté une activité un petit peu similaire précédemment, ou les indications écrites sur l'emballage d'un jus d'orange. Là encore, vous serez amené dans ce parcours à réfléchir aux problématiques permettant de susciter l'intérêt des élèves. Donc, une dernière activité qui vous est proposée dans ce module sur l'enjeu de l'estimation des incertitudes, c'est une activité
issus du domaine thermique, hein, qui exploitent aussi le domaine électricité en seconde professionnelle avec l'exploitation d'un capteur CTN. On aborde ici un autre enjeu de l'estimation des incertitudes, c'est la conformité à une loi, à un règlement ou une norme. Et vous verrez sur le parcours, d'ailleurs, une anecdote assez révélatrice par rapport à cela. Hein. Le législateur avait normé le contrôle avec des valeurs du type 4 degrés Celsius, mais les contrôleurs de la répression des fraudes, qui sont habitués à faire des mesures, ont demandé à associer à ces mesures de température les incertitudes et les problèmes de mesure, car énoncer 4 degrés Celsius sans ces précisions-là, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, si vous voulez en savoir plus, on vous invite à parcourir donc ces activités sur le parcours, donc dans le module sur les enjeux. Là, je vous présente un schéma un schéma clé un petit peu, que vous allez retrouver dans les différentes présentations et dans les différents modules. Nous avons une valeur de référence. La mesure que nous effectuons ne peut pas tomber exactement sur cette valeur de référence. Et quand bien même elle tomberait dessus, ce serait un coup du hasard. Une mesure est forcément associée à une incertitude, et c'est la superposition ou non de la zone d'incertitude estimée, et non pas calculée dans la voie pro, mais donc estimée dans la voie pro, qui permet de prendre une décision raisonnable quant à la compatibilité ou non de notre mesure avec cette valeur de référence. Donc, vous le reverrez, comme je le disais, dans la suite de cette présentation et dans tout le parcours magistère. Donc voilà, donc pour résumer, hein, ce module qui porte sur les enjeux, il y a des enjeux scientifiques, comme la vérification d'une loi physique ou le choix d'un appareil de mesure ou d'un protocole, des enjeux commerciaux, juridiques ou réglementaires. Donc, pour ne pas être trop long, donc je cède la parole à mes collègues pour qu'ils puissent vous présenter les deux autres modules qui concernent la variabilité de la mesure et la quantification de la mesure avec plusieurs mesures. C'est à toi, Vincent, il me semble. Ah, tu as ton micro éteint, Vincent. Voilà. Oui. Donc sur la variabilité de la mesure, donc, qui est le premier module, donc ce module il vient s'inscrire dans les programmes donc à deux endroits au niveau en seconde professionnelle, donc dans les objectifs du programme, et ensuite pour les élèves de première et de terminale, donc dans le module transversal que l'on connaît, ainsi que dans les programmes de BMA et de BP, comme le disait Aristide tout à l'heure. Le but, c'est bien de pouvoir passer de l'un à l'autre, donc de la seconde à la première et de la terminale, sur la variabilité de la mesure, donc sur la variabilité des valeurs obtenues, pour aller jusqu'à l'évaluation quantitative d'une dispersion de mesures, et savoir qu'une grandeur présente toujours une incertitude, comme on le disait tout à l'heure. Donc, au niveau de cela, donc, vous pourrez trouver dans le parcours des outils qui permettent de mettre en évidence cette variabilité, qui n'est pas quelque chose qui est forcément aisé. Donc, Aristide a pris un exemple sur une mesure de fréquence, mais voilà. Donc, dans le domaine thermique, on pourra utiliser donc des diagrammes de dispersion dans lesquels on pourra, en utilisant donc l'étendue des classes données, faire montrer justement la variabilité aux élèves. Et donc sur ce premier graphique, on peut observer en tout cas qu'à premier abord, on n'a pas de variabilité de la mesure, et en changeant l'étendue des classes, on peut montrer que la série de mesures présente une dispersion. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que la mise en œuvre de mesures avec l'hexao, comme ça a pu être le cas donc sur la mesure
de température dans l'activité de thermique permet d'avoir un grand nombre de données et de pouvoir présenter avec ces diagrammes assez rapidement la dispersion et d'avoir quelque chose d'assez visuel pour les élèves. Et c'est vrai que on peut avoir une utilisation donc de ces diagrammes donc en thermique, mais on peut également le faire sur, vous verrez dans le parcours, dans le module mécanique, dans lequel on va pouvoir présenter, alors après des mesures de pression atmosphérique, donc de différents capteurs, des capteurs Exao et des capteurs présents dans des smartphones, l'ensemble des capteurs, donc ici sur un même graphique avec les dispersions individuelles de chaque capteur, et on voit que pour les deux types de capteurs, on va pouvoir avoir des choses qui sont plus finement faites, avec, si on prend les capteurs de smartphone, on peut remarquer une dispersion relativement faible pour ces 4 capteurs, et avec les mêmes largeur de classe pour les capteurs Exao, on voit qu'ils présentent une plus grande dispersion et donc une plus grande variabilité des mesures obtenues par rapport à ça. L'idée dans ce module et pour ces deux activités, c'est aussi que l'utilisation de l'Exao, ou en tout cas de l'acquisition de données, peut se faire dans un temps relativement court, avoir un grand nombre de données, et donc de pouvoir présenter visuellement la variabilité obtenue avec différents capteurs. Dans un autre domaine, donc dans le domaine électricité, vous trouverez dans le parcours des organisations pédagogiques qui permettent une meilleure compréhension de la variabilité. Et alors là, on l'a représenté sur cette diapositive avec 2 groupes, mais bien sûr, à l'échelle d'une classe, ça peut se faire avec 6 groupes assez facilement, de montrer que pour un groupe qui dispose d'un matériel en classe, le fait de changer l'appareil de mesure, donc là, on est dans le cadre d'une mesure de puissance avec une mesure précisément de tension et d'intensité, donc d'un couple d'appareils, voltmètre, ampèremètre, et de faire cheminer ces 2 appareils successivement de groupe en groupe, de façon à montrer qu'avec le même matériel, en changeant les instruments de mesure, les valeurs obtenues vont être différentes, et donc montrer la variabilité qu'on peut avoir en changeant l'instrument de mesure. Sur le module acoustique, donc, que vous avez vu dans la présentation du programme fait par Karim, qui ne couvre pas l'ensemble des modules, mais qui s'arrête justement à cette partie de variabilité de mesure, donc la mesure à l'aide de GeoGebra d'une fréquence, donc d'un signal périodique ici pour un diapason. Donc on va demander aux élèves de répéter une mesure de façon à mesurer, donc à l'aide du curseur dans GeoGebra, la fréquence, du moins la période, de mesurer la période obtenue plusieurs fois de suite, de façon à voir si les résultats obtenus, donc là les 5 présentés, on voit qu'on obtient des valeurs différentes, et là on va avoir des mesures qui ont été faites par le même opérateur, donc on va pouvoir illustrer le fait qu'il y a une variabilité aussi liée aux opérations réalisées par l'opérateur au cours d'un processus de mesure, et donc de pouvoir montrer cela. Vous retrouverez bien sûr dans le parcours magistère le fichier GeoGebra qui est disponible et qui est assez facilement transférable avec d'autres élèves. Et vous avez, et ce sera détaillé un petit peu plus à la fin aussi de ce webinaire, l'ensemble des ressources qui sont présentes dans le parcours, avec les fichiers donnés, avec les fichiers qui ont été utilisés avec les élèves ou alors pour le professeur, et également des choses sur les diagrammes de dispersion dont je parlais au début, où il y a quelque chose qui est spécifiquement dédié à cela.
Donc, pour conclure sur cette variabilité de mesure, donc, l'objectif de ce module, c'est bien l'identification de différentes sources d'incertitude. Donc, on a pu le voir, notamment les appareils de mesure, les opérateurs et aussi les facteurs qui ne sont pas forcément contrôlés. De pouvoir évaluer qualitativement la dispersion d'une série de mesures indépendantes à l'aide des diagrammes de dispersion, par exemple. Et ensuite, de savoir que la mesure est une grandeur physique, donc qui présente toujours une incertitude qui est due à un ensemble de facteurs liés à la mesure en elle-même. Voilà, je vais laisser Julien poursuivre sur la quantification. Merci Vincent. Donc, je vais poursuivre la présentation du contenu du parcours. Donc, après avoir parcouru le module de variabilité de la mesure qui vient de vous être présenté par Vincent, vous avez deux autres modules, cette fois-ci sur la quantification. Donc, une thématique commune qui est la quantification de la variabilité, mais d'une à plusieurs mesures et l'autre à une seule mesure. Là, je vais me pencher essentiellement sur la présentation du module de quantification donc à plusieurs mesures. Donc, on va passer à la diapositive suivante, si tu veux bien. Donc, déjà, revenons sur la place dans les programmes de cette notion de quantification de la variabilité. Donc, c'est quelque chose que l'on retrouve à partir des programmes de première Bac Pro, puis en terminale Bac Pro, à travers le module transversal mesure et incertitude. Donc, vous avez en vert ici les phrases faisant référence à cette notion de quantification. Il s'agit notamment de fournir aux élèves des éléments permettant de quantifier la variabilité en ordre de grandeur. Et il est notamment mentionné le fait qu'il ne s'agit pas d'évaluer de manière précise et formaliser les incertitudes. Et si l'on regarde du côté du tableau des capacités et connaissances, il est bien précisé que d'une part, l'estimation de l'incertitude doit se faire par exploitation d'une série de mesures, donc on est sur une méthode statistique avec calcul de moyenne et d'écart type, et d'autre part sur mesures simples, et donc là on est sur des utilisation des indications fournisseurs. Donc on est bien sur les programmes mentionnent donc bien la possibilité à l'élève de quantifier la variabilité aussi bien avec plusieurs mesures, mais aussi avec une seule mesure. D'où la présence des deux modules présents sur le parcours magistère. Alors, si on passe à la diapositive suivante, donc comme je disais, donc, il existe deux manières d'évaluer l'incertitude sur une grandeur. Vous avez donc l'évaluation à plusieurs mesures qui s'appuie donc sur une méthode statistique, et puis l'évaluation à une seule mesure, cette fois-ci sur une méthode probabiliste. Alors, les deux méthodes sont viables. Alors, quand choisir l'une ou l'autre dans ces séances de travaux pratiques avec les élèves, cela dépendra essentiellement du temps de mise en œuvre du protocole de mesure, mais aussi du nombre de mesures disponibles ou réalisables. Par exemple, il est clair que l'on privilégiera une évaluation à une seule mesure lors d'un dosage en chimie. Donc, c'est une activité, par exemple, qui est présente sur le parcours magistère et qui vous sera présentée par la suite, ou lors de l'évaluation de la distance focale d'une lentille en optique. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Donc, si on se penche dans un premier temps sur le contenu du module de quantification à plusieurs mesures. Deux exemples d'activités vous sont présentés dans le parcours, l'une du domaine thermique et l'autre du domaine mécanique. Et les deux partagent un point commun, les protocoles de mesure s'appuient sur l'utilisation du numérique, comme vous pouvez le voir sur les deux schémas ci-joints. Les deux partagent un point commun, donc utilisation en fait d'un dispositif Exao. Et pourquoi? Parce qu'en effet, une évaluation statistique n'est viable que si celle-ci est réalisée dans des conditions de répétabilité. Donc j'ai rappelé ici les conditions de répétabilité. On est sur un ensemble de mesures réalisées avec un même mode opératoire, même observateur, même instrument de mesure et durant une courte période de temps. Donc les activités expérimentales assistées par le numérique comme celles présentées dans le parcours sont donc idéales pour une évaluation à plusieurs mesures. Elle permet de réaliser un nombre conséquent de mesures sur un très court laps de temps. Et une fois que les données sont extraites dans un tableur, par exemple, il est possible de calculer assez rapidement et facilement pour les élèves les différents indicateurs statistiques tels que la moyenne et l'écart type. La première activité du domaine thermique, donc je vais juste présenter rapidement, la première activité du domaine thermique propose ici l'étalonnage d'une thermistance CTN avec mesure de couple, alors on peut revenir juste à la diapo d'avant. Donc on est donc sur une mesure de couple de température et de résistance ainsi que leurs incertitudes associées. Enfin, la seconde activité du domaine mécanique, là on est sur une évaluation de la pression atmosphérique
et de son incertitude avec un dispositif Exao, avec des capteurs de laboratoire, mais également avec l'utilisation de smartphones avec un logiciel spécifique tel que Fifox. Les deux protocoles de mesure ont permis d'extraire des centaines de données sur des temps très courts, sans en changer ni le protocole, ni l'observateur, ni l'appareil de mesure, ce qui est donc idéal pour une quantification de la variabilité à plusieurs mesures. Je vais présenter rapidement ces deux activités plus en détail. Donc sur cette diapositive, donc on est sur l'étalonnage de la thermistance. Le protocole était le suivant. Pour une température donnée, le dispositif Exao réalise 501 mesures de résistance d'une part, par utilisation d'un capteur ampère-mètre et voltmètre, et puis ensuite il y a la division entre tension et intensité pour récupérer la résistance. Puis 501 mesures et en parallèle, 501 mesures de température par utilisation d'un capteur de température. Et c'est cet ensemble de 501 couples de mesures réalisés sur un court laps de temps, de très exactement 10 secondes, qui va nous permettre d'extraire les valeurs moyennes et les valeurs d'écart type. On peut remarquer d'ailleurs qu'on peut faire tracer une dispersion ici, donc c'est la dispersion des valeurs de résistance mesurées sous forme, là on voit donc on a bien une forme de gaussienne, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Mais surtout, il y a un travail de calcul de moyenne et d'écart type que je vais vous présenter sur la diapo suivante. Donc sur cette diapo, donc, comme mentionné dans les programmes, la meilleure estimation de la valeur de la température étudiée, c'est la moyenne des températures mesurées. Et l'incertitude sur la mesure de température peut être approximativement, et il est bien marqué que c'est une approximation dans les programmes, évaluée en calculant l'écart type. Ceci est donc une approximation faite auprès des élèves afin d'en simplifier les calculs et la compréhension sans en changer l'ordre de grandeur. Mais pour votre curiosité, vous trouverez dans le parcours magistère les calculs théoriques dans l'activité, sans simplification, mais également les explications sur le choix de finalement pourquoi on choisit la moyenne et l'écart type plutôt que d'autres indicateurs statistiques. Bref, partant de cette simplification pour les élèves, il devient alors assez simple d'estimer la valeur de température et son incertitude. Ici, donc, on est sur une température de 79 degrés. On a une température la mesure a été évaluée donc avec une moyenne de 79,52137 degrés et un écart type de 0,04 de 5011. Et comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, les programmes stipulent de présenter le résultat de la mesure de façon raisonnée et donc en faisant un choix pertinent du nombre de chiffres significatifs, ce qui nous donne du coup un résultat ici au centième de 79,52 pour la température et de 5 centièmes pour l'incertitude. Alors l'activité, si vous parcourez plus en détail le parcours magistère, je ne vais pas trop en dire, mais propose de faire plein d'autres choses, notamment donc de faire un vrai étalonnage, donc le graphique, la caractéristique de résistance en fonction de la température, en y faisant figurer toutes les incertitudes, donc qui vont donner des formes d'ellipses, parce qu'il y a des incertitudes aussi bien sur la résistance que sur la température. Mais je vous invite à parcourir plus en profondeur le parcours pour voir tout ça. Et je vais vous présenter rapidement la seconde activité, donc qui est cette fois-ci, donc comme je disais, de domaine mécanique, donc là on est sur une activité d'évaluation de la pression atmosphérique en utilisant différents capteurs, 4 capteurs de laboratoire et 4 capteurs de smartphone. Donc là, il s'agissait là de comparer la précision du matériel de laboratoire et des objets du quotidien, donc tels que des smartphones, mais auraient pu être utilisés des tablettes. Et pour chaque appareil, comme pour l'autre activité, des centaines de mesures ont été réalisées sur des courts laps de temps, 73 il me semble. Toutes les données, d'ailleurs, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, vous pouvez les récupérer sur un module du parcours donc, qui est ressources. Donc vous avez les fichiers Excel avec toutes les données que vous pouvez réutiliser. Et toutes ces données qui ont été extraites donc, sur tableur ont permis de calculer les différentes moyennes et écart types pour chacun des capteurs que vous avez donc ici sur les deux tableaux présentés. Et comme vous pourrez le constater dans l'activité du parcours, les résultats affichés ainsi que la conclusion peuvent paraître surprenants et l'activité propose par ailleurs de comparer aussi avec une valeur de référence, la valeur prise par Météo France, afin d'en vérifier notamment la compatibilité ou la non-compatibilité avec celle-ci. Et alors là, il est ici raisonnable de penser qu'aucune des deux mesures présentes sur l'axe gradué ne sont compatibles avec la valeur de référence. Mais cependant, des pistes de réflexion sont apportées dans l'activité sur le parcours, notamment en prenant en compte l'incertitude sur la valeur de Météo France, parce que la valeur de Météo France est une valeur expérimentale qui comporte elle aussi une incertitude. Donc, il y a toute une réflexion là-dessus sur le parcours. Mais je laisse place à mon collègue, je ne vais pas en dire plus, parce que je vais sûrement trop en dire. Et donc, je laisse mon collègue présenter le module suivant sur cette fois-ci une quantification à une seule mesure.
Merci Julien. Donc effectivement, on va vous présenter avec Valérie déjà dans un premier temps le module sur la quantification de la variabilité lorsqu'on est dans une situation où la mesure est unique. Alors juste le temps de reprendre. Voilà. Très bien, merci Valérie. Donc, lorsque on a une mesure qui est unique, la variabilité qui est associée à cette mesure, eh bien, elle n'est pas visible aux yeux des élèves. Et donc, tous les outils statistiques dont on a fait mention jusqu'ici ne peuvent pas être mobilisés pour évaluer la variabilité. Et dans ce cas-là, on va procéder à une estimation qui est dite de type B de l'incertitude de mesure. Et au niveau du bac pro, le programme nous invite à estimer essentiellement à partir des indications portées par le fabricant sur la notice de l'appareil de mesure. Donc, dans le parcours magistère, vous verrez une présentation de différentes applications concrètes et transférables de l'estimation en ordre de grandeur de cette incertitude sur une mesure unique. Voilà. Et donc, la première application qui est présentée sur le parcours, c'est celle de chimie qui a déjà été évoquée au début de ce diaporama, notamment donc dans la partie qui traitait de l'enjeu des incertitudes. Ici, en fait, on va se placer dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon ou encore le contrôle qualité, comme on l'avait déjà un petit peu mentionné, dans une usine, par exemple, de production de cachets d'aspirine. Et la problématique qui a été retenue a été la suivante. Est-ce que la masse d'acide acétylsalicylique contenue dans le comprimé qui est mis à disposition, est-ce que cette masse est compatible avec l'inscription portée sur l'emballage? Alors, cette activité, elle fait intervenir un titrage et donc plusieurs volumes mesurés et la concentration également de la solution titrante, comme indiqué par la formule donnant la masse d'acide acétylsalicylique qui est notée MAH à l'écran. Nous présentons donc dans le parcours les nombreuses sources d'incertitude qui affectent une mesure simple de volume et nous indiquons clairement ce qu'il convient de retenir pour l'estimation de l'incertitude qui va être associée à une mesure de volume. Il y est obligatoire ici d'avoir recours à des simplifications. En tout cas, pour nos élèves en bac pro, vous allez voir, on a énormément de choses qui doivent être simplifiées. Alors, le parcours va présenter également l'écriture qui est préconisée, ça a été évoqué tout à l'heure, notamment par Julien, pour les résultats de mesure et la règle à suivre pour le respect du nombre de chiffres significatifs. Et ici, je vous présente ce que l'on a obtenu dans le cas de notre titrage, avec pour les différentes grandeurs qui interviennent pour la détermination de la masse d'acide acétylsalicylique. Donc, vous avez 3 volumes et une concentration, et systématiquement, vous avez donc la valeur associée, associée son incertitude. Donc, je vous invite à aller regarder parce que vous avez une présentation du comment justement arriver à ces écritures sur le parcours. Alors, nous proposons aussi donc dans le parcours une deuxième activité sur le calcul d'incertitude dans le domaine de l'électricité avec distinguer puissance et énergie. Donc, on peut le mener avec différentes classes de première parce que tous les groupements l'ont. En partant de la question, comment peut-on mettre en œuvre une activité qui permette de réfléchir et de travailler avec les élèves sur le module mesure et incertitude? Donc pour cela, on s'appuie sur un montage assez simple, c'est-à-dire en utilisant un wattmètre qu'on considère comme une boîte noire qui donne la valeur de la puissance d'une lampe alimentée en 12 volts. Donc en fait, le facteur déclenchant de cette activité, de cette problématique plutôt, a été l'observation de la variabilité des valeurs mesurées suivant les groupes. Donc les élèves, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas tous les mêmes valeurs de puissance, bien qu'ils aient tous les mêmes wattmètres, enfin les mêmes modèles exactement, et les lampes issues d'un même lot. Donc dans le parcours, vous verrez la mise en œuvre pédagogique, qui est une mise en œuvre pédagogique possible, testée en classe, permettant de réaliser des calculs d'incertitude sur une mesure unique et les résultats associés.
Et donc, cette problématique nous a également permis de travailler un autre point important qui sont notifiés dans le programme, c'est s'interroger sur la communication du résultat afin qu'elle soit à la fois rigoureuse et accessible aux élèves, notamment en tenant compte de l'aspect probabiliste, et puis encore sur le nombre de chiffres significatifs à conserver. Donc, le programme nous invitant à avoir une estimation en ordre de grandeur de l'incertitude, vous trouverez dans le parcours les choix de simplification que nous avons retenus pour pouvoir traiter cet exemple avec les élèves. Par exemple, dans notre expérimentation, nous avons retenu la précision comme ordre de grandeur de l'incertitude. Donc, j'ai communiqué aux élèves une notice simplifiée de l'appareil de mesure. Nous avons aussi fait le choix de ne conserver qu'un seul chiffre significatif pour l'incertitude et d'arrondir par excès la précision, donc l'incertitude associée à la valeur mesurée. Donc, on s'est dit que si on se fixait certaines règles à chaque fois, cela pouvait devenir une habitude avec les élèves et qu'ils devront acquérir au cours de leurs 2 années de première et terminale et qui leur permettra d'être critiques à chaque fois qu'ils devront interpréter le résultat d'une mesure. Le parcours préconise également l'écriture pour les résultats, ainsi que la règle à suivre pour le respect du nombre de chiffres significatifs. Donc, c'est la notation, c'est la puissance mesurée est, par exemple, P égale, etc., avec une incertitude U de P de un certain nombre de watts. Nous préconisons que les élèves soient familiarisés avec l'utilisation de la phrase type « il est raisonnable de penser que », etc., que la valeur de la puissance se situe entre par exemple 5,79 et 5,95 watts, qui traduit en fait la nature probabiliste de l'estimation d'incertitude sans avoir besoin d'entrer dans des détails avec les élèves. Donc, comme nous l'avons déjà présenté dans les autres activités, nous avons fait le choix de représenter ces valeurs sur un axe horizontal pour une meilleure visibilité et une meilleure compréhension des réponses par les élèves. Donc, je vous invite à vous rendre sur le parcours pour observer l'ensemble des résultats que nous avons obtenus en classe et pour plus de détails dans l'explication des choix qui nous ont permis de simplifier les calculs à destination des élèves. Donc, nous allons passer aux incertitudes composées. Donc, pourquoi ? Parce qu'en réalité, les situations que l'on étudie avec nos élèves font très souvent intervenir des incertitudes composées. Et que dit le programme ? Donc, le programme est très explicite. L'évaluation des incertitudes composées n'est pas exigible et doit s'appuyer, si besoin, sur une formule fournie ou l'utilisation d'un logiciel spécialisé. Donc, il convient de simplifier au maximum les calculs d'incertitude, car c'est essentiellement l'interprétation de ces dernières que nous visons. Donc, les outils que nous vous avons proposés dans le parcours sont des bases de travail et des propositions pour l'enseignant. Donc, bien sûr, il sera indispensable de les réadapter aux besoins de chacun et surtout au regard du matériel dont on dispose dans son établissement, et puis des intentions pédagogiques de la séance. Donc, je te laisse la main, Hervé. Oui. Merci. Alors donc on va revenir sur la situation de chimie qui a été abordée précédemment. Dans cette situation, on a pour la détermination donc de la masse d'acide acétylsalicylique, on n'a pas donc une mesure directe, mais on doit appliquer donc une relation qui est rappelée ici. Et l'incertitude sur la masse d'acide acétylsalicylique, ça va donc être une incertitude composée qui doit tenir compte de l'ensemble des incertitudes qui sont associées à chacune des mesures simples dont elle dépend. Donc de l'ensemble des grandeurs en fait qui apparaissent dans cette formule. Alors tout d'abord, comme ça vous a été bien rappelé justement par Valérie, on ne doit pas faire de calcul d'incertitude composée, donc il faut dans ce cas-là faire appel soit à des logiciels, soit donc à des logiciels dédiés, on va dire, ou à des logiciels plus classiques de type tableur. Et dans un premier temps, nous présentons donc un logiciel qui est celui de Jean-Marie Bianzian qui a pour nom GUMMC 2020 et nous montrons comment l'utilisation ensuite de cet outil spécialisé permet d'aboutir à une exploitation avec les élèves.
Ensuite, nous basculons un peu plus sur quelque chose qui va parler, je pense, à l'ensemble des collègues, qui est sur l'utilisation du tableur, qui nous permet aussi donc de contourner cet aspect calculatoire des incertitudes composées et par ailleurs de coller au plus près des attendus du programme de Bac Pro. Donc le fichier tableur avec justement l'ensemble de ce qui est calculatoire est mis à disposition. L'aspect calculatoire n'est pas montré aux élèves, bien sûr, mais il figure en arrière-plan pour que les élèves, eux, n'aient que à aller saisir des informations qu'ils peuvent aller recueillir, notamment, par exemple, directement sur la verrerie avec la notion de tolérance qui va intervenir. Donc, le fichier dont il est question, il a l'avantage aussi de pouvoir être facilement transférable, adapté pour d'autres situations de titrage. Donc, les situations qu'on étudie avec nos élèves ont en général, in fine, en tout cas, pour objectif de vérifier la compatibilité d'une mesure avec une valeur de référence. Et dans ce cadre, comme on vous l'a déjà présenté, nous proposons sur le parcours d'utiliser une représentation graphique pour faciliter cette vérification par les élèves de la compatibilité lorsqu'ils doivent conclure dans une activité. Donc voici par exemple ce qu'on a obtenu avec le titrage de l'acide acétylsalicylique contenu dans un comprimé d'aspirine. Vous pouvez aussi voir que on a une phrase type qui a déjà été mentionnée, que nous préconisons pour la rédaction de la conclusion. Et cette phrase type qui doit commencer par « il est raisonnable de penser que ». Et la compatibilité, justement, peut être annoncée ou pas par rapport, justement, au graphique, mais de toujours commencer par « il est raisonnable de penser que », qui rappelle, sans le dire, cette nature probabiliste de notre incertitude. Et donc, je vais peut-être ici terminer par un petit zoom sur le graphique. On voit qu'il y a une zone de recouvrement entre les deux zones d'incertitude qui sont associées à la mesure expérimentale d'une part et à la valeur de référence. Et le fait d'avoir justement graphiquement une zone de recouvrement, eh bien, ça va pouvoir nous indiquer que il est raisonnable de penser que on a une compatibilité entre les deux. C'est bien cette zone de recouvrement qui, pour des élèves, sera justement synonyme de compatibilité. Et donc, on voulait mettre cette représentation graphique en avant parce qu'elle a quand même le mérite d'être relativement facilement appréhendable par les élèves. Voilà, merci à toi Valérie. Ok, je reprends la suite. Donc, si on fait un retour sur l'application d'électricité, du coup, on a réutilisé encore ce même thème pour répondre à un enjeu scientifique. Peut-on vérifier la loi P égale U fois I en prenant en compte les incertitudes? Donc, pour cela, nous avons créé un fichier professeur qui est d'ailleurs en document ressources sur le parcours. Ce fichier contient toutes les formules nécessaires au calcul d'incertitude composée à partir des valeurs relevées par les élèves dans les fiches techniques ou mesurées sur les appareils. Donc, il peut servir de base, comme je le disais tout à l'heure, mais doit être modifié, adapté absolument en fonction des modèles des appareils. Voilà, moi, je l'ai créé en fonction de ce que j'avais dans mon établissement. Donc, bien sûr, ce fichier n'est pas à destination des élèves et j'en ai créé un autre pour les élèves, un peu plus lisible. Donc, dans l'activité, les élèves, dans le fichier élèves que nous proposons, les élèves doivent compléter certaines cases en couleur avec les notices à leur disposition et les valeurs relevées sur les appareils de mesure. Le calcul de l'incertitude s'effectue dans le fichier en restant invisible pour les élèves. Seul le résultat du calcul de l'incertitude apparaît, car c'est seulement son interprétation avec eux qui nous intéressait. Donc, comme nous l'avons vu en chimie,
Nous reprenons la représentation des valeurs sur un axe horizontal pour une meilleure visibilité et une meilleure compréhension des réponses par les élèves, et aussi pour l'automatiser avec eux, pour qu'ils aient l'habitude de toujours placer la valeur mesurée avec sa zone d'incertitude. Donc, ensuite, ce que nous avons proposé en séance en classe, c'est de mutualiser l'ensemble des résultats obtenus par chaque binôme, même s'ils avaient chacun pas beaucoup de mesures, mais ils en avaient. Nous pouvons donc, en mutualisant tous les résultats, nous pouvons conclure quant à la compatibilité du produit U fois I et de son incertitude associée avec la valeur de la puissance de la lampe donnée par le fabricant. On comprendra que j'ai pris comme valeur de référence. Donc, ce qui était notre objectif. Le travail avec les incertitudes permet de faire comprendre aux élèves que ce n'est pas parce que P n'est pas exactement égal à U fois I que la relation ne se vérifie pas, ce qui est souvent un écueil pour eux. Donc, je vous invite à vous rendre sur le parcours pour plus de détails sur la réalisation des fichiers que nous avons faits, donc aussi bien professeurs que élèves, ainsi que la mise en œuvre pédagogique de cette activité en classe. Et donc, on en est à pour aller plus loin. Je vais laisser la main. Hop. Merci Valérie. Alors, je vais reprendre la main, effectivement. Oui. Oui. Merci Valérie. Merci Jérôme. Peut-être le temps que tu affiches ton diaporama. Juste pour préciser une chose, oui, ce module incertitude composée, effectivement, un module clé dans ce parcours également. Donc, peut-être juste pour faire une petite synthèse, en fait, comme il y a des calculs à réaliser que l'on ne peut pas exiger des élèves, donc vous avez proposé une solution logicielle avec GUM, une solution logicielle également avec Excel. Il y avait peut-être un autre point sur... Donc là, on effectue dans ces deux cas-là, dans le parcours, un calcul d'incertitude composée à partir des évaluations d'incertitude de type B, c'est-à-dire avec une seule mesure. On a également dans le parcours donc, un calcul d'incertitude composée basé sur une estimation de type A. Et dans ce cas-là, on vous propose également donc, un autre moyen pour contourner la complexité de ces calculs-là dans les incertitudes composées, c'est d'estimer ces incertitudes composées par le biais d'un graphique, en fait. Donc, on peut lire graphiquement aussi ces incertitudes composées. Donc, je vous invite aussi à aller jeter un œil dans ce module sur le parcours magistère, et vous verrez aussi une autre proposition par lecture graphique. Voilà, j'en dis pas plus. Jérôme, c'est à toi. Merci Karim. Attends, je ne sais pas comment... Vous m'entendez? Oui, c'est très bien. Donc oui, je vais vous présenter la dernière partie du parcours magistère sur les incertitudes de mesure, le module « Aller plus loin ». Donc la première partie de ce module traite de la simulation par un programme Python, et elle est basée sur une activité d'optique qui consiste à mesurer la distance focale d'une lentille par la méthode dite de Bessel. Donc ici, vous voyez l'expression de cette méthode de Bessel. Dans cette activité, nous ne prenons qu'une seule et unique mesure des différents paramètres. Il n'est donc pas possible de calculer l'incertitude statistique avec cette mesure unique. Et pour cela, nous allons, par la méthode de Monte-Carlo, simuler des valeurs à l'aide d'un programme Python. Ce programme est assez simple, hein, nous vous le donnons dans les ressources. Et le gros intérêt de cette méthode va permettre d'estimer la propagation de l'incertitude à travers l'expression de Bessel sans effort de calcul, simplement en lançant le programme. C'est l'occasion aussi de parler statistiques, probabilité, de construire des histogrammes de dispersion et de calculer des moyennes et des écarts-types à l'aide d'un programme Python. Pour conclure cette activité, la simulation, c'est aussi l'occasion de tester rapidement des hypothèses et d'étudier l'influence des différents paramètres de l'expérience. La deuxième partie de ce module est basée sur une activité en acoustique, plus exactement la mesure de la vitesse du son à l'aide de 2 smartphones. Nous voulons quantifier la qualité de la mesure par rapport à une mesure de référence. Et pour cela, nous évaluons le Z-score, ici, lié à plusieurs manipulations. Ce qui veut dire ici que l'étudiant, l'élève, a manipulé correctement et a obtenu un résultat conforme au protocole opératoire avec son Z-score de 0,5. Donc ensuite, la troisième et dernière partie de ce module va aborder les notions d'incertitude élargie et de facteurs d'élargissement. Ici, toujours dans l'idée de la qualité de la mesure, nous voulons lui associer un intervalle de confiance, par exemple 95%.
D'une façon générale, le résultat d'une mesure se répartisse autour d'une valeur moyenne qui correspond à l'estimation de la plus probable de la grandeur mesurée. On peut définir un intervalle tel que la probabilité de la valeur mesurée appartienne à cet intervalle. On définit ainsi un intervalle de confiance de valeur connue autour de la valeur moyenne. Cet intervalle s'obtient en multipliant l'incertitude type composée par un facteur d'élargissement que l'on appelle K. Ici en bleu, eh bien, nous voyons l'évolution de cet intervalle qu'on va appeler l'incertitude élargie, ici pour 3 valeurs de K, donc 1, 2 et 3. Voici. Ensuite, pour la dernière partie donc, du magistère, eh bien, vous allez retrouver dans l'onglet Ressources l'ensemble des documents présents dans ce magistère, que ce soit les PDF ou alors les fichiers Excel ou GeoGebra, sous forme de fichiers à télécharger. Donc, voici le menu. Et enfin, la dernière page donc, de ce parcours magistère, eh bien, ce sera une conférence organisée par la Cité des Sciences dans le cadre du cycle Mesures et démesures, dans laquelle Marc Imbert, directeur scientifique du laboratoire commun de métrologie, se demande si la science est devenue la mesure de toute chose. Et c'est l'occasion de revenir sur l'histoire, l'épistémologie de la mesure. Voilà, je vous remercie. Maintenant, on va peut-être répondre aux questions s'il y en a. Oui, écoute, merci infiniment, Jérôme, et merci à chacun des intervenants pour toutes ces présentations. Alors, je pense que c'est quand on aborde tout ça la première fois, ça peut paraître un petit peu dense, peut-être. On aimerait bien avoir vos réactions. Donc la parole est ouverte. Il y a peut-être un point, c'est que ce webinaire de lancement, tiens, on a un retour, Jérôme, de son par le stream. Je ne crois pas que c'est de mon côté, je suis désolé. Ah, d'accord. Donc, oui, donc je disais, ce webinaire de lancement sera donc présenté, sera présent aussi dans le parcours magistère. Hein, donc, il est actuellement enregistré et on pourra le mettre sur le parcours si certains de vos professeurs ou certains de vos collègues, si vous êtes vous-même enseignants, souhaitent le visionner. Oui, il y a également donc Jean-François Perrat qui nous précisait effectivement donc que le webinaire sera enregistré, qu'il sera possible. On avait une première question de Michel Colibri sur l'exemple du Doliprane. Je ne sais pas si Hervé, tu as pu la lire, si tu peux y répondre. Oui, en fait, effectivement, la question, j'y ai un petit peu répondu et puis on l'a un peu abordé après. Je ne sais pas si on y a répondu de manière complète, mais en tout cas, il n'est pas question de calcul d'écart relatif. Hein. Ça avait été mentionné d'ailleurs au début de cette visio, lorsque Aristide avait pris la parole, on n'aborde pas l'écart relatif. Hein. Je ne vais pas revenir les raisons de ce choix, mais donc il s'agit effectivement d'une estimation, hein, parce qu'on peut parler de calcul, mais en l'occurrence, pour les élèves, comme vous avez pu le voir, le but, c'est, lorsqu'on se retrouve dans une situation où on a des incertitudes composées, c'est de contourner la difficulté calculatoire. Donc, l'estimation, elle se fait de manière transparente, on va dire, pour les élèves. Le but étant plutôt pour nous de leur faire prendre conscience que l'ensemble des paramètres qui interviennent, quand je dis les paramètres, ce sont les grandeurs qui sont mesurées au travers de l'expérience que l'on mène lors d'un dosage, avec les mesures de volume notamment, et puis la valeur de la concentration de la solution titrante. Et l'ensemble de ces informations qui doivent être fournies par l'élève grâce à une lecture directe qu'il va faire sur la verrerie essentiellement, ça permet de justement sensibiliser les élèves au fait que
il y a énormément de sources d'incertitude, et même pour chaque grandeur, on pourrait avoir une liste de sources d'incertitude, mais justement, à un moment donné, il est nécessaire on va dire, réduire un petit peu l'amplitude de ces recherches de sources d'incertitude, et donc on propose des simplifications, et notamment de se baser uniquement sur la tolérance qui est indiquée sur la verrerie, et de l'assimiler à une estimation de l'incertitude. Donc ça, c'est expliqué plus en détail dans le parcours. Donc encore une fois, si vous avez de l'intérêt là-dessus, n'hésitez pas, vous aurez un peu plus de détails. Alors, si une personne qui participe à la visio agent souhaite prendre la parole, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour y répondre. Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'activer votre micro, par contre. Non, peut-être pas. Bon, ben écoutez, alors, il y a donc des forums à disposition sur le parcours magistère. N'hésitez pas à les utiliser. Nous essaierons de vous répondre autant que faire se peut. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à remercier chacun d'entre vous pour avoir participé et à ce parcours. Effectivement, il est raisonnable de penser que le parcours et le webinaire de lancement atteignent la perfection. Bravo, merci. Merci Frédéric Trouba pour ce gentil message dans le chat. Bien écoutez, donc on a réussi plus ou moins à tenir le planning, hein, le timing, 1h30, il est 17h29. Donc merci à chacun d'entre vous, et au nom de toute l'équipe de concepteurs, nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci à vous. Merci. 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 Merci.